Bonjour, bienvenue dans la capsule des saines pratiques d'intervention forestière en milieu humide boisé. C'est un document qui est à l'intention des propriétaires de l'eau boisée et des intervenants et intervenantes du milieu forestier. La production de ce guide a bénéficié des réflexions menées au sein d'un comité de travail multidisciplinaire mis en place par l'Agence forestière des Bois-Francs, réunissant plusieurs intervenants et intervenantes rattachés à divers organismes, œuvrant à la mise en valeur de la protection de l'environnement. Les organismes sont la Fondation de la faune du Québec, le ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques, le ministère de la faune, des forêts et des parcs, la Fédération des producteurs forestiers du Québec, le Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec, l'Université Laval, Groupement forestier Québec, l'Agence de mise en valeur des forêts de l'Estrie, Domtar et le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec. La démarche axée sur la collaboration et la concertation a permis des échanges fructueux de connaissances entre les participants et les participantes, toujours soucieux d'obtenir un consensus sur les notions présentées dans ce guide. En révision, un comité scientifique composé de 5 chercheurs et chercheurs a permis d'amener l'information à la fine pointe de la connaissance. Son contenu a de plus été révisé par quelques ingénieurs forestiers et ingénieurs forestières, ainsi que par quelques biologistes du domaine privé, afin d'en bonifier l'applicabilité. Ce guide a été rendu possible grâce à la contribution financière de la Fondation de la faune du Québec, du Programme d'aménagement durable des forêts du gouvernement du Québec et de l'Agence forestière des Bois-Francs. Le guide vise à offrir des recommandations pratiques aux professionnels du milieu forestier, aux propriétaires et aux entrepreneurs appelés à intervenir dans les milieux humides, tout en considérant le rôle des fonctions et services écologiques de ces systèmes particuliers. Nous allons spécifier ces mots, fonctions et services écologiques plus tard. Le comité de travail a identifié 4 objectifs à atteindre motivant la production de ce guide. Soit, le premier objectif, c'est de présenter des références et des connaissances utiles aux intervenants et intervenantes du milieu forestier en matière d'aménagement forestier durable des milieux humides boisés. Deuxième objectif est d'identifier les saines pratiques d'intervention forestière en milieu humide boisé, minimisant les impacts sur les sols, la flore, la faune, le paysage et la régénération. Le troisième objectif est de sensibiliser les propriétaires à l'importance d'adapter leurs activités d'aménagement forestier dans ces milieux. Et le quatrième objectif est de participer à la mise en œuvre des adaptations des activités d'aménagement forestier en milieu humide boisé. Ici, quelques mises en garde en regard de l'interprétation de ce guide. Les saines pratiques ne doivent pas être confondues avec des recommandations normatives ou sylvicoles provenant d'une prescription faite par un ingénieur forestier ou une ingénieure forestière. Donc, l'utilisatrice ou l'utilisateur doit toujours appliquer les saines pratiques en conformité avec ses obligations légales et réglementaires qui imposent des mesures minimales à respecter. Ce guide ne renferme ni mesures, ni barème, ni intervalle de distance précis à atteindre. L'utilisateur et l'utilisatrice doit aussi faire preuve de discernement et viser une adaptation optimale des mesures de mitigation qui peuvent s'appliquer à chaque situation. Cela peut vouloir dire d'aller au-delà du cadre réglementaire en prévoyant, par exemple, des mesures de conservation des communautés naturelles forestières rares lors de l'exécution des travaux forestiers. Le chapitre 1 introduit le contexte et les mots-clés du document, permettant de poursuivre la lecture avec une compréhension globale des notions abordées dans les prochains chapitres. Les mots-clés: aménagement durable des forêts, loi et règlements, sylviculture adaptée,
Outils d'identification des milieux humides boisés. Selon les données d'analyse de la Fédération des producteurs forestiers du Québec de 2021, de la carte des potentiels de milieux humides du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, la proportion de la superficie forestière productive identifiée en marécage arborescent et en tourbières boisées est de 11 % à l'intérieur des frontières administratives de la forêt privée. Néanmoins, 4 régions administratives dépassent ce total, soit l'Abitibi-Témiscamingue avec 17 %, le centre du Québec avec 30 %, Chaudière-Appalaches avec 14 % et la Montérégie avec 20 %. Les activités forestières en milieu humide boisé se réalisent dans un cadre spécifique, en premier lieu des 6 critères de l'aménagement durable des forêts, où se côtoient les lois, les règlements, la sylviculture et les saines pratiques. Dans le contexte des forêts privées, les nouveaux règlements encadrant les activités réalisées dans les milieux humides et hydriques sont entrés en vigueur depuis le 31 décembre 2020. Désormais, la majorité des interventions forestières font l'objet d'une exemption au régime d'autorisation environnementale du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques lorsqu'elles respectent les modalités réglementaires. La loi sur la qualité de l'environnement et 2 de ces règlements précisent notamment les attentes gouvernementales selon le type d'encadrement prévu pour les activités réalisées en milieu humide de la forêt privée. Le règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement, le RAFI comme on dit, et le règlement sur les activités dans les milieux humides, hydriques et sensibles, RAMHHS comme on dit, sont ces 2 règlements principaux. Pour avoir une connaissance périphérique de ceux-ci, il est possible de consulter la synthèse des règlements produits par la Fédération des producteurs forestiers du Québec, encadrant les activités forestières, ainsi que la fiche synthèse de la certification forestière du propriétaire, publiée par le Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec. De plus, il faut se tenir au courant régulièrement des changements dans la réglementation. Au sujet de la sylviculture adaptée aux milieux humides d'intérêt pour la conservation, c'est une approche sylvicole qui met au premier plan le maintien de la biodiversité. Elle est préconisée pour des communautés naturelles dont la dynamique forestière est peu ou pas connue ou pour des communautés abritant des espèces en situation précaire qui sont associées à un contexte nécessitant des adaptations comme les corridors de connectivité, les forêts anciennes, rares ou refuges, ou celles reconnues comme un écosystème forestier exceptionnel dit EEE. Finalement, l'application des saines pratiques permet la mise en œuvre responsable des activités forestières telles que préconisées dans les 6 critères de l'aménagement durable des forêts et en concordance avec les lois et les règlements en vigueur. Ainsi, les saines pratiques, c'est une approche qui sollicite la responsabilité de l'acteur. En d'autres mots, il y a une connaissance collective des fonctions et services écologiques qui guident l'acteur vers des gestes responsables et sains pour le milieu. La mise en œuvre des saines pratiques d'intervention forestière en milieu humide boisé vise à minimiser les impacts des interventions sur l'eau, la végétation, le sol et les espèces en situation précaire à l'échelle de l'aire de coupe. Elles peuvent être appliquées en tout temps, dans toutes les catégories d'activités forestières et peuvent être modulées selon les conditions du site et les éléments à protéger. C'est ce que nous verrons dans le chapitre 3 lorsque on décrit les saines pratiques. Il y a toutefois des enjeux par rapport aux interventions forestières en milieu humide boisé. Voici 4 principaux qui ont été identifiés par le comité de travail. Donc, l'identification et la délimitation des milieux humides boisés, la protection de la biodiversité, les espèces exotiques envahissantes végétales et la voirie forestière.
Pour le premier enjeu, plusieurs outils sont disponibles et sont cités dans le guide, soit la cartographie interactive et les guides terrain d'identification et délimitation, le plan d'aménagement forestier, les plans régionaux des milieux humides et hydriques, qu'on dit PRMHH. La protection de la diversité, on retrouve parfois en forêt la présence d'espèces fauniques et floristiques en situation précaire, dont certaines sont protégées légalement. Il devient important de s'informer des occurrences répertoriées, de connaître les espèces que l'on pourrait retrouver dans sa région et, le cas échéant, appliquer des mesures de protection adéquates. Le troisième enjeu, les espèces exotiques envahissantes peuvent se reproduire rapidement, jusqu'à supplanter les espèces indigènes d'un écosystème. Un envahissement sévère par les espèces exotiques envahissantes entraîne une perte de biodiversité, altère les services fournis par les écosystèmes et pourrait réduire la productivité de certains peuplements forestiers ou même la capacité de la forêt à se régénérer. Le quatrième enjeu, les chemins forestiers et les ponceaux sont des infrastructures qui facilitent l'accès au boisé et permettent sa mise en valeur. Néanmoins, leur construction est l'une des activités de l'aménagement forestier comportant le plus d'impact sur l'environnement. Donc, quoi retenir du chapitre 1? Les milieux humides boisés forment des écosystèmes qui maintiennent des fonctions écologiques et qui génèrent des services naturels à la population. Les propriétaires de l'eau boisée de la forêt privée du Québec possèdent une part importante des superficies des milieux humides dans plusieurs régions du Québec. La loi sur la qualité de l'environnement et 2 de ses règlements précisent notamment les attentes gouvernementales. Une synthèse est disponible à la Fédération des producteurs forestiers du Québec. La mise en œuvre des saines pratiques d'intervention forestière en milieu humide boisé vise à minimiser les impacts des interventions sur l'eau, la végétation, le sol, les espèces en situation précaire à l'échelle de l'aire de coupe, en cohérence avec les règlements. Les principaux enjeux d'intervention forestière en milieu humide boisé sont leur identification et délimitation, la protection de leur biodiversité, l'envahissement d'espèces exotiques et l'harmonisation de la voirie forestière. Le chapitre 2 présente une revue des principales caractéristiques hydrologiques, écologiques et forestières de chacune des catégories de milieux humides boisés ciblées dans le guide. Les mots-clés sont fonctions et services écologiques, marécages arborescents et tourbières boisées, habitat d'espèces en situation précaire, région écologique. Les fonctions et services écologiques. Dans ce guide, un total de 10 fonctions et services écologiques inhérents au milieu humide boisé ont été retenus. Afin de faciliter la lecture, nous les avons illustrés en 10 pictogrammes pour qu'ils soient utilisés comme repères visuels en lien avec le texte. Les couleurs représentent leurs familles respectives. Donc, il y a la famille en vert, approvisionnement durable et séquestration du carbone dans le bois et les sols. La famille en bleu, biodiversité et habitat d'espèces en situation précaire. En noir, l'hydrologie et les propriétés des sols. Et en jaune-orange, la connectivité et la qualité du paysage. Qu'est-ce que les fonctions et les services écologiques? Les fonctions écologiques se définissent comme les rôles écologiques que remplit un écosystème donné et qui sont liés à ses caractéristiques. Ainsi, les milieux humides boisés jouent un rôle de premier plan en soutenant plusieurs fonctions écologiques, notamment en ce qui concerne la qualité et la quantité d'eau en circulation, la biodiversité, de même que la séquestration du carbone, surtout dans les sols des tourbières. Les services écologiques, eux, correspondent aux bénéfices directs et indirects qu'offre la nature aux humains. Ces services sont habituellement répartis en 4 catégories que je vous nomme: l'approvisionnement en nourriture, en matériaux et en combustibles et en médicaments, la régulation du climat, l'écoulement de l'eau et la pollinisation. Le troisième, c'est le soutien aux services
ayant un effet indirect sur l'humain, comme les grands cycles de l'eau, le cycle du carbone et la formation des sols. Et le quatrième, ce sont les services socioculturels, récréatifs, éducatifs, esthétiques et spirituels. Vous voyez ici sur la diapo un exemple pour chaque famille de fonctions et services écologiques. Donc, par exemple, en vert, vous voyez ici le pictogramme sur l'approvisionnement durable en produits forestiers non ligneux. En bleu, vous voyez le pictogramme qui représente l'habitat d'espèces fauniques en situation précaire. En noir, vous voyez le pictogramme représentant le maintien des propriétés physiques des sols. Et en jaune-orange, vous voyez le pictogramme qui représente la qualité du paysage. Chacun de ceux-ci sont définis dans le guide. Nous sommes rendus à la présentation des catégories de milieux humides boisés. La plupart de ces milieux occupent les dépressions, les bas de pente, les terrains plats ou sont situés près des cours d'eau et des lacs. Toutefois, il existe aussi des milieux humides situés en pente où la nappe d'eau affleure la surface du sol. Ce sont des sites à drainage oblique. Tous les milieux humides sont sensibles à la circulation de la machinerie et requièrent une précaution accrue lors des travaux forestiers. Dans ce guide, les figures des 4 milieux choisis représentent l'effet de la hauteur de l'eau du sol lorsque le milieu est en phase sèche, avec un soleil, et lorsqu'il est en phase d'humidité élevée, avec les nuages. Leurs caractéristiques écologiques et hydrologiques les plus pertinentes sont décrites dans les 4 fiches. Les étangs temporaires ne sont pas des milieux humides boisés, mais ces milieux sont essentiels à la reproduction des amphibiens. Comme vous voyez sur la diapositive, vous voyez les 3 milieux humides boisés et l'étang temporaire. Donc, le marécage arborescent non soumis au débordement, donc celui qui n'est pas près des lacs ou d'un cours d'eau, la tourbière boisée et le marécage arborescent soumis au débordement, qui est souvent adjacent à un plan d'eau ou un cours d'eau. Et vous voyez bien les lignes bleues là, qui représentent la montée de la nappe phréatique ou la montée du débordement. Et dans le cas de l'étang temporaire, on comprend bien qu'en période sèche, il n'y a pas d'eau et que ces étangs-là ont de l'eau seulement à la fonte des neiges et de très, très fortes pluies. Donc, pour chaque catégorie de milieux humides, il y a une fiche qui détaille en fait la définition, les particularités hydrologiques, et on voit bien aussi les pictogrammes qui identifient les fonctions et services écologiques les plus importants par catégorie de ces milieux-là. Et donc, pour le marécage arborescent soumis au débordement, on voit bien que c'est un milieu de biodiversité qui est le premier pictogramme. Les 2 prochains pictogrammes, c'est les habitats d'espèces en situation précaire. On a aussi les fonctions particulières de l'eau et de la propriété des sols. Et on a les 2 pictogrammes de la connectivité et de la qualité du paysage. En gros, on a beaucoup de fonctions et services écologiques attribués à ce milieu, à cette catégorie-là. Je vous laisse le soin de faire la lecture des espèces en situation précaire et des communautés naturelles forestières. Celles qui sont en italique sont celles qui sont plutôt rares, et les autres sont plutôt communes. Maintenant, on passe à une catégorie, une fiche qui est plus orientée pour les forestiers. Néanmoins, je vous l'explique et peut-être que ça va susciter votre intérêt d'aller voir plus en détail. Donc, ce que vous voyez, l'image au-dessus, c'est les types d'espèces d'arbres en fonction de la topographie de la région écologique. Cette région-là, c'est la 2B, donc la plaine du Saint-Laurent. Donc, c'est comme une coupe transversale de la région écologique. On remarque que
la région écologique de la plaine du Saint-Laurent possède plusieurs types de tourbières boisées qui sont identifiés par un numéro qui s'appelle le type écologique. Qu'est-ce que le type écologique? J'appuie sur le bouton. Avec chance, on a un annexe. Donc, l'annexe 1 vous définit chaque numéro de type écologique et vous décrit ensuite un peu le sol et les espèces floristiques, quelques espèces floristiques qu'on peut y retrouver. Donc, ça vous donne une idée plus globale que l'appellation qu'on appelle type écologique. On voit que dans la région de la plaine du Saint-Laurent, ce qui est prédominant, ce sont ici les bétulets jaunes hydriques, donc à le MJ28 à 34%, mais qu'il y a aussi un bon pourcentage, 33%, de pessière noire à sapinière asphagne. Et je vous laisse lire le restant des indications. C'est vraiment intéressant de savoir si la productivité de ces forêts est élevée ou faible ou moyenne, les risques d'orniérage, d'érosion et de concurrence végétale. Le dernier élément que je veux avoir votre attention, ce sont les superficies en drainage subhydrique. Donc, un drainage subhydrique peut être considéré par la carte des potentiels du ministère de l'Environnement, de la lutte des changements climatiques, donc peut être considéré comme un milieu humide. Donc, c'est à vérifier chaque fois qu'on travaille en forêt. Dans le guide, il y a 4 autres régions écologiques qui ont été décrites. Donc, je vous les nomme. Il y a la plaine de l'Abitibi, la plaine du lac Saint-Jean, la côte de la baie des Chaleurs et la plaine du Bas-Outaouais et de l'archipel de Montréal. Donc, chacune de ces régions écologiques comporte les mêmes descriptions. Alors, quoi retenir du chapitre 2? Eh bien, plus les conditions d'un site sont diversifiées, plus les fonctions écologiques peuvent être nombreuses et supporter une grande biodiversité. Il y a un total de 10 fonctions et services écologiques inhérents aux milieux humides boisés qui ont été retenus dans la mise en application des saines pratiques qui ont été divisées en 4 familles. La famille en vert, la famille en bleu, la famille en noir et la famille en jaune-orange. La prise en compte accrue des fonctions écologiques des milieux humides boisés est nécessaire dans la planification des travaux de mise en valeur des forêts. Il y a 3 catégories de milieux humides boisés, soit le marécage arborescent non soumis ou soumis au débordement et la tourbière boisée. De plus, l'étang temporaire est un milieu qui abrite une faune et une flore particulières à considérer dans les travaux forestiers. Tous les milieux humides sont sensibles à la circulation de la machinerie et requièrent une précaution accrue lors des travaux forestiers. Le chapitre 3 dévoile, par catégorie d'activités forestières, la liste complète des saines pratiques à mettre en œuvre en milieu humide boisé. Je dirais la liste complète préliminaire. Évidemment, elle pourra s'améliorer avec les années. Les mots-clés sont acquisition de connaissances, saines pratiques par activité forestière et référence. Dans le processus de mise en œuvre des saines pratiques, l'étape de l'acquisition de connaissances est très importante. Vous voyez ici la pyramide qui identifie les 5 thèmes d'acquisition de connaissances. Donc, on a le premier thème qui est attribué à la législation, le premier et le deuxième. Le troisième thème qui est identifié, qui est l'identification et la délimitation des milieux humides. Le 4e thème est la mesure de la faisabilité de l'intervention forestière. Et le 5e est l'information des saines pratiques forestières qu'on est capable d'aller chercher dans d'autres documents. Par exemple,
vous voyez que cette pyramide, finalement, se défile en bulles plus précises. On va prendre l'exemple de la pyramide, l'étage numéro 4, qui est la faisabilité de l'activité forestière. On va aller voir qu'est-ce que les bulles indiquent. Donc, dans celle-ci, il y a 5 bulles. Et c'est l'exemple que je vais lire devant vous. Donc, entre autres, en acquisition de connaissances par rapport à la faisabilité de l'activité forestière, il est bon de comparer le potentiel économique des arbres et le potentiel écologique, c'est-à-dire la biodiversité, rareté, paysage, de conservation du milieu humide boisé. Il est bon aussi d'évaluer les scénarios sylvicoles adaptés, les coûts d'intervention et les coûts de remise en production. Il est aussi bon d'évaluer les possibilités de conservation volontaire, de restauration ou de réserve naturelle de ce milieu humide, du milieu humide convoité. Il est aussi bon d'évaluer les possibilités de dons écologiques ou de servitude ou de crédit de carbone et les avantages fiscaux qui y sont reliés. Et finalement, il est bon aussi de consulter les ingénieurs et ingénieurs forestières et, au besoin, bien entendu, dans d'autres étapes, les biologistes. Donc, c'est de cette façon que le guide peut nous orienter vers le processus d'acquisition de connaissances. Suite à l'acquisition de connaissances, l'application des saines pratiques se présente dans le guide sous une structure spécifique que je vais vous expliquer. Donc, cette section se décline en premier lieu par les activités d'aménagement forestier durable qui sont la construction de chemins et ponceaux, l'abattage et le façonnage du bois, le débardage du bois et de la remise en production du site. Et ces 4 activités se succèdent dans le guide, mais selon une logique de réalisation de travaux en forêt sur la planification, l'exécution et les suivis. Pour revenir aux fonctions et services écologiques, chacune des saines pratiques a sa couleur qui identifie la famille des fonctions et services écologiques. Donc, je vous présente un exemple. Allons dans l'activité forestière, construction de chemins et ponceaux. Allons voir en détail. Ce que vous voyez ici, c'est la page pour les saines pratiques de cette activité forestière. Et vous voyez, il y a 3 couleurs. Le vert, le bleu, une longue liste là, dans le noir, non gris, et une saine pratique reliée à la famille de qualité du paysage et connectivité. Donc, allons voir ce qui se passe, admettons, pour le bleu. Donc, le bleu étant des saines pratiques pour le maintien des habitats des espèces en situation précaire. Donc, on voit que se déclinent 3 saines pratiques. Il y en a une qui est reliée à la planification, on voit le petit tableau. Les 2 autres sont reliées à l'exécution. Par exemple, si on prend celle qui est reliée à la planification, c'est planifier à long terme le calendrier de construction de chemins et de ponceaux en considérant les périodes de montaison du poisson et d'étiage. Donc, l'étiage, lorsqu'il y a moins d'eau dans le ruisseau. Et le guide vous envoie à des références qui sont dans la bibliographie thématique. Donc, de 3.19 à 3.22, vous pouvez lire sur ce sujet-là. Et ensuite, de 3.26 à 3.29, donc il y a énormément de matériel à aller consulter sur cette saine pratique-là, qui est un objectif qui était visé par le guide, donc de donner des références lorsque la science le permettait. J'espère que ça vous oriente à comment travailler avec ce guide. Donc, cet exemple-là sur la construction des chemins et des ponceaux, c'est exactement la même démarche pour les 3 autres activités forestières.
Lorsque vous voulez avoir plutôt un récapitulatif, finalement, des saines pratiques pour une activité forestière particulière, donc je reprends l'exemple de la construction des chemins et ponceaux, mais c'est possible de le consulter à la fin de ce chapitre-là. Et donc, vous voyez ici décliner les 15 saines pratiques reliées à cette activité-là et les couleurs associées aux familles des fonctions et services écologiques. On va en prendre une, celle qui est jaune-orange. Donc, on n'a pas la référence de cette saine pratique-là, ou on n'a pas l'explication non plus, mais on peut lire la saine pratique en tant que telle et la relier à sa famille de fonctions et services écologiques, donc qui est de réduire la densité du réseau de chemins permanents. Et si on veut aller voir plus en détail ou faire plus de lecture à ce sujet-là, eh bien, on peut se référer à, je recule la diapo, on peut se référer à la saine pratique là, plus en détail ici, qui est pourquoi on ferait ça? Bien, c'est afin de diminuer la fragmentation des habitats fauniques et nos références, nos numéros de référence pour la bibliographie. C'est cette façon-là qu'on utilise le guide au chapitre 3 pour les saines pratiques. Donc, quoi retenir du chapitre 3? L'acquisition de connaissances est une étape importante dans le processus. Elle permet d'évaluer toutes les options possibles avant d'intervenir. La voirie forestière est un domaine complexe. Il faut consulter les références spécialisées à cet effet. Le drainage forestier n'est pas une saine pratique, car il empêche de maintenir les propriétés du sol et le libre écoulement de l'eau. Posséder un plan d'aménagement bonifié en information écologique est une saine pratique de planification forestière. Posséder un débardeur ayant des pneus surdimensionnés pour optimiser la capacité portante afin de minimiser la compaction du sol et la création d'ornières est une saine pratique. Moduler la densité des plants mis en terre ou de la végétation concurrente en fonction des besoins fauniques pour l'obstruction latérale est une saine pratique. Et finalement, disposer les andins de résidus forestiers de façon à prévoir des ouvertures pour favoriser les déplacements de la faune est aussi une saine pratique. Donc, le but n'est pas de décliner toutes les saines pratiques dans quoi retenir. Le but est de démontrer qu'il y a une saine pratique pour chaque famille de fonctions et services écologiques. Plusieurs saines pratiques sont au-delà de la législation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un règlement pour ça, mais c'est une saine pratique de le faire pour le maintien d'une fonction ou d'un service en particulier. Finalement, les suppléments dans le guide sont le lexique, la bibliographie thématique, l'annexe des communautés naturelles. Le lexique comporte près de 40 définitions de mots utilisés dans le guide qui ont toutes fait l'objet de concertation dans le groupe de travail. Par exemple, vous pouvez y retrouver la définition du terme étang temporaire et celle des milieux humides boisés. La bibliographie thématique regroupe 100 références essentielles à la bonne conduite des saines pratiques, mais aussi à leur compréhension plus en profondeur. Elles ont toutes été choisies par le comité de travail. Finalement, l'annexe 1 liste pour une première fois les types écologiques utilisés davantage dans le domaine forestier, mais avec des points de repère sur les associations végétales utilisées davantage dans le domaine de la biologie. C'est aussi un effort de concertation unique avec une bonne base de communication harmonisée entre les deux champs d'expertise. Pour terminer, nous voulons remercier sincèrement tous les partenaires qui ont contribué à l'élaboration de ce guide. La capsule a été rendue possible grâce au soutien financier du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, le ministère des Forêts, Faunes et Parcs et l'Agence forestière des Bois-Francs. Nous souhaitons que le guide vous soit utile dans vos interventions forestières
en milieu humide boisé. Merci beaucoup.